c'est bien de pouvoir travailler, de s'épanouir en Europe, mais si on a l'impression que ça ne se fait pas, j'ai pris la décision, je me suis dit, je vais rentrer en Côte d'Ivoire et quand je vais rentrer en Côte d'Ivoire, je vais vraiment m'asseoir et puis voir ce que je peux faire en Côte d'Ivoire. Simplement en 2018, à prendre un billet d'avion et puis à me retrouver ici en février, à dire à tout le monde que je rentre et depuis là, je suis en Côte d'Ivoire. La consommation des Ivoiriens en riz augmente de 7%. Il faut de la patience. Les gens, c'est pas voilà, 300% des bénéfices en 2 semaines. Non, non, il faut de la patience. Si quelqu'un veut se lancer, ah oui, là j'en viens, il faut qu'il ait de la patience et qu'il faut qu'il ait une vision. Bonjour à tous, celui que nous allons recevoir aujourd'hui est un entrepreneur hors pair. Il a quitté une vie paisible en France pour venir s'installer ici en Afrique, en Côte d'Ivoire, pour devenir entrepreneur, tenez-vous bien, dans l'agriculture. Aujourd'hui, on va découvrir son parcours, on va découvrir sa vision de l'Afrique surtout, et surtout, on va découvrir quelles sont les raisons qui l'ont poussé à venir ici en Afrique pour entreprendre et comment est-ce qu'il a fait pour pouvoir réussir cette transition depuis l'Europe jusqu'en Afrique. Aidez-moi à accueillir aujourd'hui Franck. Franck, comment vas-tu? Oui, ça va très bien. Ok. Bon, je pense que moi, je te connais bien. Maintenant, certainement, les gens qui nous regardent peut-être ne te connaissent pas. Est-ce que tu peux te présenter, dire qui tu es et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ok. Ben, je me présente à vous. Bonjour encore, hein, à vous tous qui nous suivez sur cette merveilleuse chaîne. Je suis Franck Kwame. Je suis de formation ingénieur en marketing. Donc, j'ai fait des études en France et j'ai eu un master en marketing international à l'INSEC. Et j'ai eu à travailler en France pendant quelques années dans tout ce qui est marketing et commercial. Et je suis rentré en Côte d'Ivoire sur une décision personnelle, sur une conviction personnelle, en 2018, en février 2018, voilà, février 2018, je suis rentré. Et depuis 2018, je suis entrepreneur dans l'agriculture. Donc, quand on est dans l'agriculture, on va dire l'agroalimentaire. D'accord. Je suis dans la transformation de tout ce qui est tubercule, c'est-à-dire patates, bananes, igname et manioc en farine pâtissière. C'est des farines particulières, ce sont des farines qui sont sans gluten, voilà, et qui sont sans conservateur. Donc, c'est un produit qui est naturel. Depuis 2 ans et demi aujourd'hui, je suis dans cette activité-là. Et puis, je suis aussi dans la promotion et la distribution du riz fait en Côte d'Ivoire, le riz local. Donc voici un peu mes activités sous le nom de la société Ebony Food International. C'est un peu ce que je fais depuis... Ok, on aura le temps de voir tes produits, mais voilà, on va commencer par le commencement. Tu es en France, tu as une bonne situation, tu as un diplôme en marketing, un master. Visiblement, tu aurais pu avoir un très beau boulot et puis continuer une vie comme plusieurs la mènent en Europe. Pourquoi? Bon, tu dis que c'est une conviction personnelle, mais est-ce que tu peux partager avec nous les raisons qui t'ont poussé à quitter la France pour venir ici? Bon, moi, j'ai fait 14 ans en France. Hein. Je suis allé en 2000, quand même, voilà. Donc, je connais bien la France et puis l'Europe aussi, puisque j'ai été dans d'autres pays d'Europe. Je suis arrivé en 2005 et je suis revenu en 2018. J'ai fait mes études là-bas. Bon, un peu comme, voilà, beaucoup de jeunes qui vont en Europe. Je suis allé en Europe faire des études et puis bon, on se dit qu'on peut travailler là-bas, voilà. Et donc j'ai eu un diplôme supérieur. J'ai travaillé dans ce domaine-là, mais personnellement, en toute honnêteté, j'ai pas eu l'impression que j'avais ce que je voulais. Voilà, j'avais l'impression que c'était toujours des choses qui ne correspondaient pas pleinement à mon potentiel. C'était des emplois, certes c'est un travail, mais on a l'impression qu'on ne peut pas pleinement s'exprimer et que ce qu'on cherche véritablement dans ce domaine-là, bon, j'avais l'impression que je tournais un peu en rond. Voilà, donc à un moment donné, je me suis dit, en toute simplicité, l'Europe, ce n'est pas le ciel. L'Europe, c'est un continent comme un autre. Et en Afrique aussi, on peut faire des choses. Et je crois qu'en Afrique aussi, je peux évoluer. Je suis venu de l'Afrique. Il n'y a pas de honte à retourner chez moi en Afrique.
sachant que ce pourquoi je suis allé en Europe, c'était d'avoir un diplôme. J'ai eu ce diplôme. C'est bien de pouvoir travailler, de s'épanouir en Europe, mais si on a l'impression que ça ne se fait pas, j'ai pris la décision, je me suis dit, je vais rentrer en Côte d'Ivoire, et quand je vais rentrer en Côte d'Ivoire, je vais vraiment m'asseoir et puis voir ce que je peux faire en Côte d'Ivoire. Donc c'est ce qui m'a amené simplement en 2018 à prendre un billet d'avion et puis à me retrouver ici en février, à dire à tout le monde que je rentre, et depuis là, je suis en Côte d'Ivoire. Okay. Mais du coup, quand tu rentrais, tu ne savais pas du tout ce que tu allais faire en rentrant. C'est ici que tu as décidé ce que tu voulais faire? Voilà. Donc moi, mon parcours, il est un peu atypique. Oui, clairement. Voilà, parce qu'il y a des gens qui construisent un projet de retour sur des années, ou bien qui ont déjà quelque chose là, et puis qui se disent qu'ils vont simplement le récupérer et puis le travailler. Non. Moi, je suis un homme un peu atypique. Je vais dire que ça peut peut-être un peu étonner. Je suis rentré un peu par la foi. Voilà, je suis un homme de foi. Je suis rentré. J'ai dit, je vais rentrer dans mon pays. Et puis, sur le terrain, je vais voir ce que je peux faire. Et c'est, voilà, je n'avais pas de projet clair quand je suis rentré. Je savais que je voulais rentrer. Donc, j'ai décidé de laisser tout ce qui était, les emplois qui étaient là. Bon, j'ai plus voulu forcément continuer. Et puis j'ai dit, je rentre. Ok. Voilà. Bon, tu rentres. Tu avais la possibilité de chercher des emplois dans des bureaux. Tu vois, pourquoi tu n'as pas pris cette voie et tu as décidé de prendre la voie de l'entrepreneuriat? Ok, d'accord. Bon, quand je suis rentré au début, j'ai pris un petit temps de pause. Je suis rentré en famille, je suis venu chez mes parents. Et c'est vrai que, bon, c'est pas toujours intéressant quand on a déjà 33 ans quand même et se retrouver chez ses parents. Bon, voilà, c'est pas le rêve de tout le monde, hein, vous convenez avec moi. Mais des fois aussi, il faut accepter ça. Je suis rentré, j'ai fait 2 mois comme ça, où je me suis dit, là, je suis rentré en Côte d'Ivoire maintenant, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Voilà. Est-ce que je vais forcément chercher à continuer de travailler, ou bien est-ce que je vais me lancer dans l'entrepreneuriat? Parce que, bon, quand j'étais en France aussi, j'avais une activité aussi entrepreneuriale un peu à côté. J'étais un peu dans le domaine de la mode. J'avais une marque que qui faisait tout ce qui était accessoires avec de mode, avec le wax, avec le cuir, le velours. Donc, je faisais des habits pour les femmes, des accessoires, de la mariconnerie pour les hommes. Donc, à côté de mon travail salarié, j'avais un petit business quand même. Donc, il y avait quand même une graine d'entrepreneur en moi. D'accord. Voilà. Okay. Donc, quand je suis revenu, cette activité-là, je l'ai mise de côté. Voilà, je suis revenu là et puis j'ai réfléchi et je me suis dit, je vais encore faire l'entrepreneuriat. Et là, je vais me lancer à fond dans l'entrepreneuriat maintenant. Okay. Voilà, je vais me lancer à fond dans l'entrepreneuriat et j'ai pensé à l'agriculture. Okay. J'ai vu un peu que sur le plan de l'agriculture en Afrique, ce que les gens ne savent pas. Par exemple, pour un pays comme la Côte d'Ivoire, 50% des productions vivrières, c'est-à-dire tout ce qui est alimentation courante, pourrit dans les plantations. 50%. Voilà, c'est-à-dire que si la Côte... que c'était 30%, non, mais ouais, 50%. Wow. C'est-à-dire que si la Côte d'Ivoire, par exemple, produit 1 million de tonnes de bananes, il y a 500 000 tonnes qui vont disparaître. Wow. Voilà. Pourquoi? Parce que il y a des zones qui sont infranchissables, qui sont difficiles d'accès, et le temps qu'on arrive à trouver des camions pour aller chercher cette matière première, la marchandise, elle est déjà pourrie. Donc vous allez voir que les planteurs aussi, il y a une pauvreté des planteurs parce qu'ils n'arrivent pas à écouler leur production, parce que c'est dans des zones qui sont difficiles d'accès. Donc, quand j'ai réfléchi à ça, je me suis dit qu'aujourd'hui, nous sommes en Côte d'Ivoire, on consomme beaucoup la banane plantain. On se connaît, on aime la loco, on parle de foot, tout ça. Les Ivoiriens sont connus pour ça. On consomme le manioc, on consomme l'igname. Et 50% de l'igname et de tout ça pourri. Ouais. Donc, je me suis dit, voici quelque chose qui est là, qu'est-ce qu'on peut en faire? Et dans mes recherches, j'ai vu qu'il y avait un projet, un projet en Côte d'Ivoire de valoriser ces produits-là. D'accord. Et de les permettre d'avoir une meilleure conservation par la transformation en farine. Okay. Donc ça m'a donné l'idée de faire des essais pour voir comment on peut transformer la patate, la banane, tous ces produits courants-là en farine. Donc moi-même comme ça, c'est très atypique. Hein. J'ai acheté de la patate au marché.
Et puis, dans ma cour, j'ai séché la patate. Tu as fait ça toi-même? Moi-même, j'ai fait ça. Okay. J'ai séché la patate. Et puis, quand c'est devenu sec, au bout de 2 jours, avec un soleil bien chaud, là, c'est devenu sec, je suis allé dans un petit moulin, dans un marché. Et puis, j'ai fait moudre. Okay. J'ai eu de la poudre de patate. J'ai commencé avec la patate d'abord. Hein. Et puis, j'ai fait un gâteau. Tu savais faire les gâteaux avant? Non, j'ai allé sur YouTube. Okay, et puis, j'ai vu comment on fait un gâteau. Et j'ai fait un gâteau et puis les gens ont apprécié. D'accord. Voilà, ils ont apprécié le gâteau. Et puis, j'ai encore pris de la patate que j'ai fait sécher encore. Okay. Et j'ai pris de la banane aussi. Que j'ai fait sécher. De la banane verte. Okay. Que j'ai fait sécher. Et je suis allé encore moudre dans ce moulin-là. Vraiment, un moulin, vraiment, je vous assure, c'est très rustique, hein, voilà. Mais c'est ça l'entrepreneur, c'est un chercheur. Donc, j'ai fait moudre. Et puis, la poudre que j'ai eue, j'ai fait un gâteau avec de la banane, un gâteau avec la poudre de banane. Et puis, un gâteau avec la poudre de patate. D'accord. Voilà. Et puis, j'ai partagé à des tantis dans le quartier. Et puis, les gens ont commencé à aimer. Ils ont trouvé que c'était innovant. C'est voilà. Ça. Parce que pourquoi la banane et la patate douce? Puisque voilà, il y a déjà de la farine de blé. Le blé qui est la farine mondialement connue, qui est la farine qu'on utilise en Côte d'Ivoire et partout dans le monde. Donc, c'était quand même quelque chose de nouveau. Et puis, ça donnait aussi une saveur un peu spéciale. Et puis, donc, je suis entré dans un processus de recherche personnelle où j'ai fait des essais, où je me suis intéressé sur comment on peut valoriser la transformation de la banane et de tous ces produits-là en poudre, en farine. Et j'ai vu que c'est quelque chose qui existe déjà, qui est fait notamment au Mexique, qui produisent beaucoup de farine de banane, beaucoup de farine de patate, qui est fait aussi, même au Brésil, voilà, et qui est fait un peu en Afrique de l'Est, voilà. Mais que chez nous ici, dans toute l'Afrique de l'Ouest, c'est peut-être des pays comme le Bénin qui connaissent un peu ces farines. Donc j'ai vu que c'est quelque chose qui existait un peu. Donc j'ai fait des recherches pendant au moins 4 mois comme ça. J'étais là, bon, je faisais des expériences, voilà, je voyais un peu qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce que c'est quelque chose qui peut intéresser les gens. Donc j'en ai parlé un peu autour de moi. Bon, c'est quelque chose de très simple, hein. Bon, après je suis un marketeur de formation, donc j'ai essayé de voir est-ce qu'il y a des gens qui peuvent être intéressés. Et puis, à ma grande surprise, j'ai vu qu'en Côte d'Ivoire, il y a des gens que ça pouvait intéresser, qui ne supportaient pas tout ce qui est gluten, parce que dans la farine de blé, c'est son problème. C'est une farine qui a du gluten, et le gluten, c'est ce qui colle dans la farine. Voilà. C'est qu'on appelle l'amidon, là, souvent? Non, c'est pas ça. Non, c'est pas l'amidon, c'est le gluten, c'est ça qui fait que la farine gonfle facilement. Ah, ok, d'accord. Voilà. Donc, et c'est un élément qui est bien pour faire le pain. Vous allez voir que moi, quand je parle toujours de la foi un peu, hein, parce que je suis croyant. Et je crois aussi que Dieu aussi accompagne aussi les entrepreneurs. Donc, à un moment donné, bon, j'ai été dans une situation où, pour commencer cette activité et produire cette farine-là, de façon sérieuse, avec une certaine hygiène, il fallait des machines. Et je n'avais pas encore l'investissement pour acheter ces machines-là. Donc, vraiment, j'ai fait cette prière que je puisse vraiment trouver une solution concrètement pour pouvoir produire. Mais moi, je pense qu'il faut être en action. Il ne faut pas juste prier, il faut être en action. Donc, dans mes actions, j'en parlais. Et puis, j'ai été mis en contact avec quelqu'un qui est haut placé, hein, voilà, quelqu'un qui a des contacts avec, avec une structure qui est dans tout ce qui est agriculture en Côte d'Ivoire, qui m'a parlé vraiment qui m'a mis en contact avec un centre qui me permet de travailler. D'accord. Voilà. Donc, j'ai été mis en contact. C'est comme un incubateur industriel. Tu viens, tu présentes ce que tu fais et puis ils vont t'aider à transformer. Voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai été mis en contact avec eux et qui m'ont permis de transformer ce produit-là en leur apportant la matière première et ils m'ont donné leur expertise technique. Donc, ces farines-là aujourd'hui sont des farines qui sont transformées avec des machines, avec des séchoirs industriels. Ce n'est pas fait au soleil, parce que le problème, c'est que quand vous le faites au soleil, il y a les rayons ultraviolets qui vont changer la couleur de la farine. Voilà. Et il y a aussi les mouches et tout ça qui font que le produit peut ne pas être toujours propre à la consommation. Or, lorsque vous le faites avec des machines, hein, voilà, c'est séché, c'est fait dans un endroit bien propre.
Et là, effectivement, c'est plus intéressant. C'est qu'il ne s'est pas juste arrêté à trier des farines, mais il y a le packaging aussi qui a été super bien fait. Et du coup, qui permettent aux gens qui veulent avoir une forme de farine autre que celle du blé, de pouvoir en avoir. Voilà. Maintenant, tu penses que, parce qu'ici, on n'a pas de blé, on ne produit pas de blé principalement en Côte d'Ivoire où on en produit très peu. Est-ce que du coup, utiliser des farines de banane ou de patates douces, tu penses qu'à long terme, ça pourrait être une option, une alternative au blé et pouvoir aussi nous permettre d'être autosuffisants alimentairement en utilisant des choses qu'on produit chez nous-mêmes pour créer ce genre de farine? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose de possible qui peut arriver? Ok, bon, ça c'est une bonne question. Déjà, cette activité-là, elle répond à un besoin qui est le fait que beaucoup de matières premières pourrissent. C'est ça. Donc, comment valoriser ces matières premières qui ne sont pas transformées? C'est les transformer en poudre. Parce qu'en les transformant en poudre, ça nous permet d'obtenir 8 mois supplémentaires. C'est une farine qui peut se conserver de 8 à 12 mois selon les conditions atmosphériques. En Afrique, on va dire 8 mois, puisque nous avons un taux d'humidité quand même important, de 70 à 80%. Alors qu'en Europe, il y a 15% d'humidité, ça peut aller jusqu'à 1 an. Voilà. Donc vous voyez que vous avez un produit, la banane plantain, en 2-3 semaines, c'est terminé. La patate, en 3 semaines, 1 mois, c'est fini. Mais lorsqu'on la transforme en farine, on peut gagner presque 1 an. Donc ça répond aussi à un besoin qui est là, c'est qu'il faut pouvoir valoriser les matières agricoles que nous avons, qu'on n'arrive pas à acheminer, qui pourrissent. Avec ce système-là, on aide des planteurs, effectivement, à ne pas perdre leur production. Maintenant, le volet économique, le volet aussi politique même, le volet industriel, qui dit qu'aujourd'hui, l'Afrique a été habituée à prendre la farine de blé. La farine de blé est devenue une farine royale, qui a été imposée aux Africains. Mais sinon, si moi je suis quelqu'un je suis très intéressé par l'histoire. Moi je suis des peuples Akans. Avant que les Européens viennent, on faisait du pain. On faisait du pain avec la farine de manioc. De manioc déjà. Voilà. Donc les Africains avaient une boulangerie qui était basée sur les tubercules qu'ils avaient, qui séchaient, et puis ils avaient des façons de piler. Ils pilaient ça avec les pilons, les mortiers, ça devenait de la poudre. Et on avait du pain. Vous avez tout ce qu'on appelle pain d'année, tout ça. À la base même, c'était des farines de manioc. C'est ça. Voilà. Mais l'Occident est venu avec sa farine qu'il a imposée, qui est la farine de blé. Alors qu'on ne fait pas de blé, ce qui est paradoxal. Ouais. Donc aujourd'hui, c'est vrai que ceux qui se lancent dans ce domaine-là sont des visionnaires. Parce qu'aujourd'hui, on produit la farine de blé qu'on importe par des silos qui viennent d'Ukraine, qui viennent de Russie et tout ça, qu'on envoie et on fait la farine de blé ici. Mais ces farines-là, ce sont des farines qui, à long terme, peuvent répondre aussi et remplacer même la farine de blé. Parce que ce sont des farines qui sont faites pour la pâtisserie. Aujourd'hui, vous avez des pays comme le Cameroun, où ils arrivent à faire de la farine à faire du pain avec 50% de farine de manioc et 50% de farine de blé. Voilà. Donc c'est une question de volonté. Ce sont des farines qui peuvent répondre à nos problèmes alimentaires, mais il faut aussi qu'on fasse la promotion. Il faut que ça rentre dans l'esprit du consommateur et il faut qu'il se dise que c'est une bonne farine parce qu'on a toujours tendance à penser que c'est ce qui vient d'ailleurs qui est bon. Or, les boulangers ivoiriens qui ont fait le pain avec la farine de manioc, qu'ils ont mélangé un peu avec le blé, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est obligé un peu de mélanger, parce que comme c'est des farines qui n'ont pas de gluten, il faut mettre un peu de blé pour que ça puisse faire gonfler le pain. Tout à fait. Voilà. Mais avec le temps, plus on va travailler dessus, plus on va se soustraire au blé. Voilà. Parce que les gens sont en train de faire des efforts, on peut monter à 60-70% de ces farines-là dans le pain ou bien dans nos pâtisseries. Donc c'est quelque chose aujourd'hui, avec le temps, avec la promotion, ça va donner et ça va nous aider aussi. Si un jour, l'Occident décide de ne plus nous envoyer de blé, qu'allons-nous manger? C'est clair, ouais. Voilà, ça c'est une réalité aujourd'hui. Allons-nous arrêter de manger du pain parce qu'il n'y a plus de blé. Alors qu'il y a des farines ici qui peuvent faire ce pain. Il y a la farine de manioc qui peut faire le pain, il y a la farine de banane plantain qu'on peut mélanger dans le pain et ça donne du pain qui est très bon et c'est un pain qui ne rassit pas. Parce que le pain qui est fait avec nos farines, ces farines-là, le pain peut être consommé aujourd'hui et le lendemain encore on le consomme.
Or, le pain normal, le soir, c'est terminé. Si on ne le met pas dans le frigo et tout ça, c'est compliqué. Donc, c'est vraiment un produit qui est vraiment intéressant et qui peut remplacer aussi le blé dans beaucoup de choses. Aujourd'hui, avec ces farines-là, ces farines que je produis, les gens font des crêpes. Ouais. Voilà. Mais on a toujours fait les crêpes à la farine de blé. On peut faire des crêpes à la farine de patates sans rien mélanger. On peut faire des gâteaux à la farine de patates sans mélanger. Tu n'as pas fait, sachant que je venais. Tu aurais bon, pu faire pour que j'en goûte. Prochainement, je vais t'en faire. Je vais t'en faire goûter ça. C'est bien de parler. Mais... Voilà. Mais sur notre page Facebook, les clients ont fait tellement de crêpes, de gâteaux. Les gens même ont fait des quiches. On fait des pizzas même à la farine de manioc. On peut faire des pizzas avec la farine de manioc sans les mélanger à d'autres farines. Donc, c'est un produit qui peut remplacer le blé dans beaucoup de pâtisseries que nous avons aujourd'hui. Mais voilà, il faut le temps, et puis il faut la promotion, et puis il faut aussi qu'on sorte aussi de l'habitude que nous avons du blé. Donc, ça va répondre à ce problème parce qu'il faut qu'on soit autosuffisant. C'est ça, c'est ça. De toutes les façons, je mettrai tous les contacts de Franck dans la description de la vidéo, son site internet s'il en a un, ou sa page Facebook et sa page Instagram. Allez faire un tour. Je pense que vous allez en apprendre beaucoup sur les farines qu'il fait. Et puis, n'hésitez pas à consommer ses produits également. C'est ça, il faut... je suis en train de mettre en avant les entrepreneurs africains pour qu'on puisse commencer ou déjà continuer à consommer africain, tu vois. Et toi, aujourd'hui, tes produits, tu les livres un peu partout, principalement en Côte d'Ivoire, en France. Est-ce qu'il y a d'autres endroits, quelqu'un qui se trouve au Cameroun, est-ce qu'aujourd'hui, tu peux lui livrer de la farine de patates douces ou de bananes plantain? Oui, bien sûr, on peut lui livrer. S'il me contacte, il y a des transporteurs qui peuvent lui permettre d'avoir ça, que ce soit en bateau ou en avion. Voilà, ça, ce sont les choses qu'on peut faire en privé. Mais il n'y a pas de souci. On a déjà livré des gens en France. Voilà, bon, beaucoup de gens prennent ça là-bas. Parce que, bon, en France aussi, le sans gluten, il est valorisé. Voilà, donc c'est un produit aujourd'hui qui est bon aussi pour l'exportation, puisque c'est quand même des produits qui sont recherchés. Voilà, mais sinon, si quelqu'un a besoin de la farine, qu'il soit en Afrique, qu'il soit aux États-Unis, au Canada ou autre, on peut lui envoyer ça. Ok, donc n'hésitez pas à contacter Franck de toutes les façons. Et puis, selon le pays dans lequel vous vivez, il va forcément trouver des voies et moyens pour vous livrer les produits. Maintenant, Franck, tu ne fais pas que de la farine, tu fais aussi autre chose qui est très intéressant. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, je suis dans le riz. Okay. Voilà, donc effectivement, comme on parle d'agriculteur, je suis... Ça, c'est un des produits que tu... Voilà, ça, c'est le riz. Voilà, c'est des paquets de riz comme ça. 5 kilos, tu n'as pas encore mis ton enseigne dessus. Voilà, c'est juste, ça c'est un peu brut. D'accord. Voilà, ça c'est des sacs de 5 kilos. Et puis on fait des sacs de 25 kilos, mais le 25 kilos il est un peu massif. Je ne pense pas que je l'aurais pu soulever comme ça, dans les facilités. Mais donc pourquoi avoir décidé de te lancer aussi dans le riz? Parce qu'on aurait pu croire que les farines c'était suffisant. Ok. Bon, je me suis lancé dans le riz en 2020. D'accord. Vraiment, comment je me suis lancé dans le riz? En fait, je vais vous expliquer. J'étais au Sahara, qui est bien connu en Côte d'Ivoire et en Afrique. C'est quoi le Sahara? Le Sahara, c'est le salon africain de l'agriculture, des ressources agricoles. Voilà, c'est tous les 2 ans. C'est organisé en Côte d'Ivoire et c'est le plus grand salon africain quasiment de tout ce qui est agriculture. D'accord. Voilà, et c'est en Côte d'Ivoire qu'on l'organise tous les 2 ans. Donc, en 2019, j'ai participé au Sahara par rapport à mon activité dans les farines. Et puis, vous savez, quand on participe à des forums, il faut aussi avoir les oreilles ouvertes. L'entrepreneur, c'est un chercheur, c'est quelqu'un qui est toujours à l'affût des choses intéressantes. Et j'ai vu comme ça qu'on parlait du riz, qu'on parlait du fait que la Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire consomme chaque année 2 millions de tonnes de riz et elle-même, elle en produit 1,1 million de tonnes. Et donc, elle n'est pas autosuffisante en riz et elle importe chaque année pour 350 milliards de francs CFA de riz. 350 milliards. Voilà, c'est-à-dire qu'elle importe à peu près 700 millions de dollars de riz. Et chaque année, ce sont des choses qu'on disait, j'ai suivi un peu, c'était comme une réunion comme ça, je suis allé suivre. Et puis on disait voilà, que chaque Ivoirien consomme 84 kilos de riz par an. Okay. Ça veut dire que chaque mois, un Ivoirien va consommer au moins 7 kilos de riz. Okay. Voilà. Donc, voici. 50% de ce riz au moins importé. Wow. Voilà. Et puis, chaque année,
la consommation des Ivoiriens en riz augmente de 7%. Moi, je vous dis, hein, les chiffres, c'est important. C'est important. Voilà. Donc, 350 milliards par an d'importés et 7% d'augmentation. Donc, 350 milliards, c'était en 2019. Aujourd'hui, peut-être c'est 400 milliards, je ne sais pas. Voilà. Donc, voici un secteur dans lequel nous ne sommes pas autosuffisants. Alors, on peut l'être. Hein. Ce n'est pas les surfaces arables qui manquent en Côte d'Ivoire pour faire du riz. Il y en a, on peut l'être, mais à un moment donné, on s'est tourné vers d'autres choses. Et on a préféré d'importer le riz. Parce qu'en 1975, la Côte d'Ivoire était autosuffisante en riz. Okay. Voilà. Et à partir de 1980, elle a perdu cette autosuffisance. Et on n'a pas cherché à véritablement combler ce déficit-là. Mais l'État ivoirien, maintenant, parle d'être autosuffisant à l'horizon 2025. 2025, ça, c'est dans 4 ans. Ouais, dans 4 ans, voilà. Donc, je me suis dit, avec mon œil d'entrepreneur, voici un produit intéressant. Le riz local, comment moi aussi je peux faire partie de ces 350 milliards. Wow. Voilà. Wow. Puisque si on veut, on est dans l'optique de ne plus importer et de produire localement, ça veut dire que ces 350 milliards seront en Côte d'Ivoire. Vous qui me suivez, il y a 350 milliards de riz en Côte d'Ivoire, potentiellement. Voilà. Donc je me suis dit, bon, voici un secteur qui peut être intéressant. Voilà comment, après ce Sahara-là qui s'est terminé en décembre 2019, à partir de février 2020, j'ai commencé doucement à travailler dans le riz et puis à commencer à chercher à vendre le riz avec un essai que j'ai fait. J'ai commencé à vendre 40 kilos. D'accord. Voilà, j'ai commencé, quelqu'un avait besoin de riz et puis j'ai cherché du riz pour lui. Puis j'ai 40 kilos. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Doucement, hein, vraiment très modestement. Et j'ai commencé il y a 1 an maintenant, puisque nous sommes en mars. Voilà comment je me suis lancé dans le riz, en me disant que voici une niche, quelque chose qui va se développer. Parce qu'il y a beaucoup de secteurs qui sont en déclin. Vaut mieux chercher les secteurs en croissance. Et je ne crois pas que les Africains vont arrêter de manger du riz. Ça fait partie de leur ADN. La population africaine, elle sera, je crois, à 3 ou 4 milliards d'ici 2050. Tous ces gens vont continuer de manger le riz. Bon, je vois un secteur de croissance sur au moins 50 ans. Mais tu te lances dans le riz, mais est-ce que tu avais des notions dans le riz? Tu savais un peu comment ça se passait? Certes, les chiffres disaient qu'il y avait 350 milliards de francs CFA à gagner dans le riz, puisque la Côte d'Ivoire voulait être suffisante au niveau alimentaire. Mais tu ne t'y connaissais absolument pas. Donc, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as pris des formations ou bien est-ce que tu t'es juste jeté à l'eau et puis tu es parti? Voilà, très bonne question, mon cher ami. Bon, vraiment, je pense que ça peut encourager aussi quelqu'un qui va me suivre. Moi, je suis un peu atypique. C'est-à-dire que voilà, je marche par la foi et puis je n'ai pas peur de me lancer. Voilà, c'est-à-dire que moi, je suis un fonceur. Les farines, j'ai un diplôme, un master en marketing. Je n'ai pas un master, je ne suis pas ingénieur agronome pour transformer des patates en farine. Donc, je n'avais aucune formation pour vendre les farines. Ça ne m'a pas empêché de vendre des farines. Voilà, et de transformer les farines. Donc, je me suis dit, si j'ai pu me lancer dans tout ce qui est transformation de farine, pourquoi pas le riz? Je suis déjà dans l'agriculture. Donc, le riz, je ne connais pas, mais je vais chercher des contacts. Voilà, je vais commencer, je me suis lancé comme ça, sans connaître effectivement, sans savoir quel est le cycle du riz, le riz prend combien de temps pour pousser, quel est le tonnage qu'on peut avoir sur un hectare. Je ne connaissais pas toutes ces choses-là, mais voilà, tu t'es lancé. Je me suis lancé. Donc, je suis un peu atypique. Est-ce qu'aujourd'hui, ça te permet vraiment de vivre de ça? Tu vis de tous ces produits que tu vends ou bien tu vis encore sur tes économies de temps en temps? Ok. Aujourd'hui, après 2 ans dans l'entrepreneuriat, nous sommes encore dans une phase de développement. Tout à fait. Voilà. Donc, je ne peux pas dire, parce que moi, je suis quelqu'un d'honnête, je ne peux pas dire que je vis du riz. Voilà. C'est-à-dire que nous sommes toujours en train d'investir. Donc, on se donne encore au moins 2 ans encore pour faire encore bien le bilan de tout ce qu'on a fait. Mais aujourd'hui, ça se vend. On n'a pas de problème pour vendre. On vend, voilà. On n'a pas de stock qui est sous la main. Ce sont des produits, que ce soit les farines et aussi le riz qui est le nouveau produit. C'est un produit qui est facile à vendre puisque les Ivoiriens aiment le riz.
les Ivoiriens consomment le riz, c'est dans leur habitude de consommation. Donc c'est un produit, si vous êtes un bon marketeur, si vous êtes vraiment avec vos clients, vous êtes proche de vos clients, vous connaissez leur psychologie, vous savez utiliser un peu tout ce qui est digital, vous n'aurez pas de mal à vendre le riz. Donc c'est quelque chose aujourd'hui vraiment qui sort, c'est quelque chose sur lequel on n'a pas de perte. Voilà. Donc c'est un produit qui est intéressant. Mais comme je disais, c'est un produit qui fonctionne sur l'économie d'échelle. Voilà. Tout ce qu'il y a dans l'agroalimentaire, il y a beaucoup d'économie d'échelle. Tu peux expliquer c'est quoi pour ceux qui ne savent pas? Ça veut dire que vous devez produire beaucoup pour avoir un bénéfice intéressant. Parce que les marges ne sont pas importantes. Moi, j'ai été, par exemple, peut-être dans l'industrie de la mode, dans tout ce qui est accessoires. Moi, j'ai fait ça un peu. Vous pouvez peut-être prendre un article à 10 francs et puis le revendre peut-être à 16 francs. Voilà. Mais dans le riz, c'est pas comme ça. Voilà, c'est différent. Donc, même dans l'agroalimentaire, même en général, c'est différent. Donc, c'est quelque chose, il faut avoir une longue vision, une vision grande. Il faut voir grand et il faut voir des grands chiffres d'affaires. Voilà, vous ne pouvez pas rentrer dans ce domaine pour dire je vais faire un petit 500 000 francs et puis je suis content. Non. Quand vous rentrez dedans, vous vous imaginez faire des centaines de millions. Vous imaginez faire beaucoup d'argent parce que c'est à ce niveau-là que vous allez vraiment pouvoir profiter de l'activité que vous êtes en train de faire. Mais aujourd'hui, toi, tu vends du riz, mais est-ce que tu en produis? Non. Voilà, du coup, comment ça se passe? Comment ça se passe? Moi, je ne produis pas de riz. Je n'ai pas de champ de riz. Ce que je fais, c'est que je suis ami avec les planteurs. Parce que dans le domaine de l'agriculture, il faut être ami avec les planteurs. C'est important. Voilà, je suis ami avec eux. Je vais sur leurs plantations. Et on a comme des partenariats comme ça où, lorsqu'ils font le riz, lorsqu'ils récoltent le riz, il y a le riz brut qui n'est pas décortiqué. Et puis, il y a le riz blanchi qu'on mange. D'accord. Nous, on va dans les champs pour prendre le riz brut. Okay. Et lorsqu'on prend ce riz-là, on va le décortiquer dans les moulins partenaires. Okay. Et après, maintenant, on le met dans les sacs que vous voyez là. Et puis maintenant, on les vend. Donc moi, je prends le riz brut et puis je cherche à le transformer. Ok. Donc toi, tu t'es mis sur la chaîne de valeur de la transformation en quelque sorte, ou du packaging et transformation et revente. Voilà, transformation et revente. Pourquoi ne pas avoir décidé de partir directement sur la plantation et la culture du riz en soi? Ok. Bon, comme j'ai commencé, ça fait 1 an aujourd'hui que je suis dans le riz. Les farines, c'est un peu plus long. Le riz, c'est nouveau. Il fallait quand même commencer doucement. C'est-à-dire tâter un peu le terrain, voir s'il y a vraiment un véritable marché, si ça plaît vraiment. Donc, moi, j'ai été dans l'optique d'être plus dans la transformation et dans la revente que de commencer pleinement à faire des plantations de riz et tout ça. Voilà, pour pouvoir mieux gérer mes coûts. Voilà. Et c'est intéressant aussi de travailler comme ça aussi. Voilà. Ça, c'est un conseil que tu donneras aux gens quand on veut se lancer dans l'agroalimentaire. On peut penser à la transformation. Vous pouvez penser à la transformation ou bien vous pouvez même penser rapidement à la revente. Voilà. Si vous n'avez pas trop de moyens, vous pouvez penser à la revente. Ne cherchez pas forcément à acquérir 10 hectares quelque part, à les planter parce que ça demande beaucoup de ressources. Planter quelque chose, le riz, ça prend 3 à 4 mois selon les variétés. Voilà. Donc vous allez surveiller 3 mois de plantation, vous allez avoir des gens, des planteurs pour vous. Ça, c'est vraiment... ça demande beaucoup de travail, ça demande beaucoup de présence et ça demande beaucoup d'énergie. Donc, pour commencer, j'ai préféré commencer comme j'ai commencé là. C'est la meilleure méthode. C'est plus simple. Et puis, c'est aussi une moyen aussi de gagner aussi de l'argent. Ça a aussi une bonne valeur. Donc, voilà, parce que les planteurs, ils sont là. Les planteurs, ils sont là, ils ont simplement besoin de couler leurs produits. Donc, s'ils ont quelqu'un de sérieux avec qui ils peuvent travailler, les planteurs sont là. Voilà, ils seront même encouragés même à planter encore. Et là, vous pouvez entrer dans un système où vous ne plantez pas forcément vous-même, mais vous les financez. Vous achetez des semences pour eux, vous achetez du matériel pour eux. Et là, vous êtes toujours dans l'agriculture, mais c'est des gens qui travaillent pour vous et vous n'avez pas forcément de champs. Mais vous avez financé des gens. Donc ça aussi, c'est aussi des techniques aussi. Vous pouvez financer des planteurs aussi. Sans forcément avoir des terres, sans forcément avoir des terrains,
mais vous êtes aussi Voilà. dans le domaine. Donc ça aussi, je suis en train d'arriver là aussi. Maintenant que nous avons évolué, nous allons aussi avoir des planteurs que nous allons financer aussi. Acheter des semences, du matériel, ça peut être du matériel de production, des choses comme ça. Mais du coup, tu n'as pas peur que demain, par exemple, des planteurs avec qui tu travailles décident de vendre leur culture à d'autres personnes au lieu de te les vendre à toi? Comment tu arrives à barricader cette partie-là? Parce que voilà. Bon, tout ça. Oui, on sait que l'homme est ce qu'il est. Voilà, l'homme est ce qu'il est. L'homme est ce qu'il est, c'est vrai. Bon, ça maintenant, j'ai pris quand même le temps de me renseigner. Ok. Et les planteurs, généralement, il faut être dans ce milieu-là. Quand le planteur sait que vous êtes quelqu'un qui allait respecter votre parole, les planteurs sont des gens quand même qui ont... beaucoup de planteurs sont sérieux dans leur travail. Si vous êtes avec eux, que vous les accompagnez, vous pouvez faire des accords. Il y a des systèmes de contrats comme ça que vous écrivez entre vous. Bon, c'est sûr que vous n'allez pas aller devant le maire ou bien devant un juriste pour ça. Vous pouvez faire ce sont des choses qui se font. Et les gens quand même, si vous êtes présent, ils respectent ça. C'est-à-dire que lorsque vous le financez, lorsque la récolte arrive, vous pouvez vous entendre. C'est la négociation en fait. Et il va respecter ce que vous dites. Mais si vous, à un moment donné, vous lui avez fait des promesses et que vous ne tenez pas les promesses, c'est sûr que le planteur, voilà, c'est aussi un argent économique. Voilà. Mais moi, je préfère être vrai avec les planteurs et puis leur dire ce que je peux faire. Parce que j'ai vu dans ce domaine-là qu'il y a des gens qui ont fait des promesses qui n'ont pas respecté. Et ça, c'est un truc que les planteurs n'aiment pas. C'est ça. Voilà. Dans le riz, les planteurs n'aiment pas ça. Mais les planteurs, ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils sont quand même, c'est que lorsqu'ils disent qu'ils vont faire un truc, beaucoup pour eux s'en tiennent. Ok. Voilà, ils sont quand même plus ou moins, voilà. Puisqu'ils ont vu que vous êtes investi et vous ont vu sur le terrain, vous n'étiez pas quelque part en Chine ou bien, je sais pas, à Dubaï, voilà, en France ou bien à Paris, et puis non, quand ils voient que vous êtes là, sur le terrain avec... Voilà, ils faut être sur le terrain. Ils se disent que, le monsieur là, il est là, ça va être un peu dur pour moi de le doubler comme ça. Parce qu'il y a le témoignage aussi qui est autour, dans la communauté, il a doublé le monsieur, ça ne fait pas bien en fait. Vous savez, à l'intérieur, dans l'agriculture, on fonctionne beaucoup au témoignage. Ok. Alors, on fonctionne beaucoup à la crédibilité. Donc, c'est tout ça qui... Voilà. Super. On va revenir un peu sur voilà, ton parcours personnel, on en parle, mais écoute, tu pars en France. Je suppose que tes parents te soutiennent pour tes études. Oui, tu suis des études, les parents dépensent et tu reviens. Déjà, tu reviens. Quelle a été la réaction des parents et des gens? Et ensuite, tu décides de te lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, quelque chose, la plupart du temps, vu comme totalement incertain. Oui. Donc, quelle a été la réaction de tes proches? Comment les proches ont pris cette nouvelle? Et comment est-ce que tu t'en es sorti du coup pour convaincre les gens? Ok, d'accord. Bon. Moi, quand je suis revenu en Côte d'Ivoire, j'étais chez mes parents. D'accord. Voilà, j'ai préféré rester là. Pendant 2 mois? Non, pas pendant 2 mois. C'est-à-dire, je suis resté longtemps. Voilà, je suis resté longtemps chez eux. Et c'est vrai qu'au début, quand je suis arrivé, ils ont préféré que je puisse travailler. D'accord. Travailler, genre aller dans un bureau? Dans un bureau et tout. Ce qui est compréhensible et ce qui est normal. Mais moi, vraiment, je leur ai fait comprendre que c'est vraiment l'entrepreneuriat que je voulais faire. Avec le temps, et puis avec mes activités, mes résultats, parce que c'est le témoignage aussi qui parle. Il faut qu'on sente que dans ce que vous faites, il y a quand même un fil conducteur. Tout à fait. Donc, ils ont vu effectivement que j'étais vraiment motivé, que j'étais à fond dedans. Et ils m'ont laissé, parce que bon, après, je suis pas un mineur, je suis un homme, donc on ne peut pas t'obliger à faire quelque chose. Donc, ils m'ont fait confiance dans le choix dans lequel je me suis lancé. Mais c'est vrai qu'au début, ils étaient un peu réticents, parce qu'ils se sont dit, bon, tu étais en France, tu as travaillé quand même, tu viens ici, tu n'as plus... voilà, tu veux te lancer comme ça à fond dans l'entrepreneuriat, dans tout ce qui est entrepreneuriat. Donc voilà, c'est pas évident. Mais avec le temps, ils ont compris et puis ils m'ont soutenu dans ma démarche. Ils ont compris un peu tout ce que je faisais. Ok, et toi personnellement, tu avais certainement des doutes, des peurs qui faisaient que tu te disais est-ce que tu prenais la bonne décision ou pas?
Donc, quand tu es venu, quels ont été les premiers obstacles que tu as rencontrés? Ok, Parce que d'accord. certes, on vient chez nous, mais il y a forcément quelques obstacles qu'on rencontre. Non, c'est sûr que en tant qu'humain, on est un peu... quand on revient dans son pays, beaucoup des gens de ma génération sont en France. C'est ça. Voilà. On travaille, ils ont des enfants, ils sont mariés, femmes et enfants. Donc, humainement, c'est sûr que, bon, on se dit, on est revenu, c'est vrai, mais il y a toujours une petite période de doute. On se demande, qu'est-ce que je suis en train de faire? Oui, voilà. Donc, ça, c'est arrivé, et il faut le dire, c'est arrivé. Et puis, l'Afrique, c'est différent. C'est pas les mêmes façons, c'est pas les mêmes réactions. Vous avez des tantis qui vous disent, ah, toi, tu es venu de France là maintenant, tu es en train de faire farine, tu es en train de faire le riz. Ah, faut pas chercher un travail au plateau. Donc, il y a des paroles comme ça qui sont pas faciles aussi à vivre. Parce que dans le commun des gens ici, quand on vient d'Europe, on doit travailler dans une grande boîte, un costume, être au plateau, avec sa grosse voiture. Donc, on voit que tu es en train de faire des business, que tu es à l'intérieur et tout ça. On se demande, bon, qu'est-ce qui n'a pas voilà, marché? est-ce qu'il n'a pas échoué dans la vie, en fait? Oui, c'est vrai. Oui, voilà. On se dit ça, les gens se disent ça. Ce gars-là, vraiment, bon. Donc, ça, effectivement, ça n'a pas été facile à vivre. Mais moi, je suis un guerrier. Donc, j'avance dans on va dire, mon chemin de vie. D'accord. Voilà. Et puis, au-delà même de ces activités dans le riz et dans les farines, j'ai aussi des champs d'EVA. Ok. Voilà. Je gère des champs d'EVA aussi. Voilà. Donc, ça aussi, je suis vraiment un agriculteur. Je gère des champs d'EVA aussi, qui aussi me permettent aussi d'être vraiment dans tout ce qui est agriculture. Et puis aussi, qui nous procure aussi un certain bien-être. Bien-être, oui, c'est important aussi. Voilà. Mais là, tu as dit quelque chose d'assez intéressant. C'est que toi, tu viens de l'Europe et du coup, les familles, les parents, les amis s'attendent à ce que tu aies un boulot dans une entreprise où tu mets un costume et tout. Et toi, tu décides de venir et d'être agriculteur. Donc, ce qui est quand même vu comme, voilà, pas comme un médecin ou pas comme quelqu'un qui travaille dans un bureau. Donc, un peu dégradant parfois pour quelqu'un qui vient de l'Occident. Donc, qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça? Est-ce que ceux qui veulent venir se lancer dans l'agriculture, ils n'ont pas à avoir honte quand même? Parce que l'agriculture ou l'agriculteur, le planteur, est un métier aussi noble qu'un médecin ou tout ça. Donc, comment est-ce que du coup, tu as pu sensibiliser les gens pour finalement accepter ta voie? Après, tu t'en foutais peut-être s'ils n'acceptaient pas. Mais qu'est-ce que tu as dit? Comment tu as fait pour que les gens finissent par comprendre ça? Que ce n'est pas parce qu'on vient de l'Occident que forcément il faut travailler dans un bureau, qu'on peut être un agriculteur, et que l'agriculteur, il n'a rien à envier à quelqu'un d'autre. Ok. Bon, ce que moi je peux dire et ce que moi je dis toujours aux gens, c'est que l'entrepreneuriat, pour moi, c'est vraiment la source, c'est vraiment la voie royale de la création de richesses. Tout à fait. Voilà, ça, c'est ce que je dis. Et je dis aujourd'hui que beaucoup d'entreprises aujourd'hui mondiales sont devenues ce qu'elles sont au travers de l'agriculture. Aujourd'hui, on parle de tous les géants dans l'agroalimentaire européen. On dit bien agroalimentaire. Voilà, on vous parle de Danone, on vous parle de toutes ces grandes entreprises-là. C'est de l'agriculture, c'est de l'élevage, c'est des produits de l'agriculture que ces entreprises sont devenues ce qu'elles sont. C'est ça. Voilà. Donc aujourd'hui, moi je dis aux gens que l'agriculture est un grand levier de richesse. C'est l'un des leviers en Afrique, royal même de la richesse. Parce que nous ne devons pas voir l'agriculture comme simplement le fait de planter et puis de vendre, mais aussi de transformer. Voilà. Donc tous ceux qui vont rentrer dans cette optique nouvelle de transformer nos produits, l'agriculture est la voie royale dans l'entrepreneuriat. Donc c'est ça que moi j'ai dit aux gens. C'est qu'aujourd'hui, pourquoi dans d'autres endroits, les gens peuvent s'enrichir dans l'agriculture et pourquoi en Afrique on ne peut pas? On peut le faire et nous on va le faire. Nous on va être cette génération d'Africains et d'Ivoiriens qui allons générer de véritables empires agroalimentaires. C'est ça aujourd'hui. On commence quelque part, mais on va quelque part. Voilà. Aujourd'hui, par exemple, moi, j'ai commencé dans les farines, dans le riz, mais je suis en train de construire une unité de transformation et de stockage du riz.
Donc, on est en train de monter. Mais au début, je n'avais pas d'unité. Je suis en train de construire une unité dans laquelle on va stocker le riz, on va traiter le riz. Donc, on est en train, effectivement, de monter. Donc, aujourd'hui, moi, je crois que l'agriculture, c'est la voie royale pour la création de richesses. C'est ce que moi, j'ai dit aux gens. Okay. Et c'est ce que je dis aussi à ceux qui me suivent. Parce que nous avons 60% des terres agricoles du monde. C'est ça. Voilà, dans un seul continent. Donc, nous avons la matière première, qui est la terre. Donc, il suffit de nous creuser les méninges et puis d'avoir le courage pour se dire que ce que nous avons, si nous le transformons, ça peut créer beaucoup de richesses. Et même des fois, même quand c'est encore, certaines productions brutes encore, même, sont encore très évaluées. Voilà. Donc, il n'y a pas de honte à dire que moi, je suis agriculteur. Parce qu'on a eu une image mauvaise de l'agriculteur qui n'a pas d'argent, l'agriculteur qui est dans la galère. Non, les nouveaux agriculteurs, avec tout ce qu'on a connu dans le monde aujourd'hui, doivent avoir une autre façon de voir. Ils doivent voir transformation, ils doivent voir valorisation de leurs produits, valorisation de la chaîne de valeur, comme les agriculteurs des autres continents. Tout à fait. Voilà. Donc moi aujourd'hui, c'est ce que moi j'ai fait comprendre et c'est pour cela que j'ai toujours donné une optique de transformation. Les farines, c'est des tubercules transformés. Même le riz, c'est une transformation. Parce que le riz brut, vous ne pouvez pas manger du paddy. Voilà. Il faut le traiter avec une machine pour que vous puissiez le manger. Donc, je suis toujours dans la transformation et dans la valorisation des produits agricoles. Ok. Voilà. Ok, c'est super. Bah, du coup, pour tous ceux qui sont en Europe, qui hésitent à rentrer ou qui se disent que ça va être trop compliqué, quels sont les conseils que tu peux leur donner aujourd'hui? Ok. Moi, les conseils que je donnerais à quelqu'un qui est dans la diaspora et qui se dit que c'est compliqué d'entrer, bon, déjà, si vous n'êtes pas sur le terrain, vous ne saurez pas si c'est compliqué ou si ce n'est pas compliqué. Ça, c'est sûr. Voilà. Il faut être sur le terrain. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut souvent dire je vais entrer, c'est comme une chanson. Voilà. Mais à un moment donné, il faut danser sur cette chanson. Voilà. Danser là-dessus. Il ne faut pas juste chanter. Il faut danser. Voilà. Donc, comme on danse, on vient sur le terrain. Voilà. Il faut être sur le terrain, il faut se lancer. À un moment donné, il faut se dire que je vais y aller et puis on va voir. On va voir. Donc ça, c'est déjà un point. Parce que ça, c'est déjà casser la barrière. C'est casser cette barrière. Donc il faut être il faut venir. Et puis, moi, je vais vous dire une chose, c'est que l'Afrique vous attend. Elle attend des esprits nouveaux comme les vôtres. Elle attend aussi ce que vous pouvez apporter. Et il y a beaucoup de choses à faire chez nous ici. Voilà. Moi, je suis venu, ça fait 2 ans et demi que je suis là, 3 ans maintenant que je suis là. Je ne regrette pas d'être revenu. Et je vois tout ce que je dois encore faire. J'ai l'impression que je n'ai rien fait. Or, beaucoup de gens trouvent que j'ai fait des choses, mais pour moi, je n'ai rien fait encore. Voilà. Donc, il faut être là. Et si vous voulez vous lancer dans l'agriculture, si vous voulez faire l'agriculture sérieusement, il faut vraiment être une personne qui a des bons contacts. Les contacts sont très importants. Voilà. Mais les contacts, pour les trouver, il faut les chercher. Donc, à un moment donné, vous allez un peu galérer pour trouver des contacts. Moi, dans le riz, par exemple, mes premiers contacts, ce n'était pas trop ça. C'est maintenant que, depuis peut-être 6 ou 7 mois, que j'ai trouvé une bonne base de données. Donc, dans l'agriculture, il faut que vous soyez sur le terrain et que vous acceptiez que vous allez faire des recherches. Ne restez pas seulement sur ce qu'on vous a dit. On m'a dit qu'il y a... Non. Les on dit là, c'est bien, mais il faut venir sur le terrain pour trouver des bons contacts. Et puis, pour vous lancer dans l'agriculture, maîtrisez votre chaîne votre logistique. Voilà. Il faut maîtriser la logistique. Tout ce qui est produit agricole, il faut maîtriser d'où ça sort et comment ça vient. Pour éviter des pertes et pour éviter qu'on vous dise, qu'on vous raconte des bêtises. C'est ça. Voilà. Mais sinon, voilà, je ne sais pas si je sais pas qu'est-ce que je peux dire, mais c'est ce que moi je pense. Hein. Il faut être sur le terrain, il faut mouiller le maillot. L'agriculture, ça ne se fait pas à la télévision. Ça ne se fait pas sur YouTube. Ça se fait pas sur YouTube. Ça se fait sur le terrain. Voilà, ça se fait sur place. Et puis, il ne faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur. Même si vous n'avez pas toutes les connaissances, il y a des connaissances aussi qu'on peut acquérir sur le terrain. Voilà. Parce que c'est parce que je suis sur le terrain que j'ai eu beaucoup de connaissances et qu'aujourd'hui, quelqu'un qui va me présenter telle variété de riz, je peux savoir que ce n'est pas ça. Parce que je suis toujours là-bas. Je suis avec eux et puis voilà, je connais.
Donc c'est un peu ça. Ok, super, super. Est-ce que tu as un dernier conseil, un dernier mot? Il y a encore beaucoup de choses dont on peut parler, mais bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Si vous voulez que Franck revienne pour nous parler de comment retourner en Afrique, de plein d'autres choses d'ailleurs, il a une chaîne YouTube. Oh oui. Voilà, il a une chaîne YouTube dans laquelle il partage son expérience. Tu peux nous en dire plus? Voilà, donc dans ma chaîne YouTube que j'ai lancée il n'y a même pas longtemps, il y a peut-être une semaine, c'est tout nouveau, hein. Voilà, c'est un bébé encore. C'est une chaîne qui s'appelle Ma vie d'entrepreneur, où je partage un peu tout ce que je fais dans l'agriculture, dans le riz, dans les farines. Donc je parle un peu de mon activité dans le riz, de mes difficultés, et puis des choses intéressantes qu'on peut faire dans l'agriculture, des choses qu'il faut éviter. Et puis je fais aussi la promotion un peu de mon pays, de tout ce qui est qu'on peut voir en Côte d'Ivoire. Donc c'est une chaîne un peu qui est sur ces deux thématiques-là, sur la découverte de la Côte d'Ivoire et puis sur la valorisation de tout ce qui est agricole et transformation en Afrique et particulièrement, singulièrement en Côte d'Ivoire. Voilà. Ok, donc allez faire un tour sur sa chaîne, n'hésitez pas à vous abonner surtout. Voilà, Ma vie d'entrepreneur. Voilà, sa vie d'entrepreneur, je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Et puis voilà, abonnez-vous, donnez-lui un coup de pouce et puis allez voir les réalités quoi. Lui, il est en train de danser. Voilà, je suis en train de danser. Sur le chant qu'il a chanté pendant tellement longtemps. Voilà. En tout cas, Franck, merci beaucoup. Tu es dans la bonne humeur. Bah, donc, il y a toutes les informations dans la description de la vidéo. Et puis, bah, bon vent. Merci et beaucoup. On va faire en sorte de venir aussi gratter dans les 350 millions. Un milliard en plus. Voilà, donc les 350 milliards, les gars, il y a de la place. Hein. Il y a de la place. Et moi, c'est ce que je dis. Parfois, on va parler de compétition, concurrence, mais il y a tellement à faire qu'il n'y a pas vraiment de compétition à l'heure là. Il faut être là maintenant. Parce que de toutes les façons, si on n'est pas là, qui est là? Ce sont les Chinois, ce sont les Européens, ce sont les Indiens, ce sont les Américains, c'est tout le monde sauf nous, quoi. Et c'est maintenant qu'il faut venir. Et c'est maintenant qu'il faut venir le faire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à les mettre dans la barre des commentaires. Et puis, une autre fois, on va inviter Franck. Tu voulais rajouter quelque chose? Voilà, je voulais rajouter quelque chose parce que souvent, on se dit que ces domaines-là sont déjà la chasse gardée de certaines populations. Mais moi, je veux dire vraiment qu'il y a la place. Voilà, il ne faut pas se limiter en se disant que vraiment, est-ce que ce n'est pas déjà pris? Il y a de la place dans tout ce qui est agriculture en Afrique. Il y a encore beaucoup de place. Voilà, il ne faut pas que les gens aient peur. Il ne faut pas qu'ils se disent que non, est-ce que vraiment je vais pouvoir y arriver? Les gens, ils ont besoin de pouvoir valoriser leurs produits. Et ça, c'est un défi pour l'Afrique. C'est un défi pour l'Afrique. Et tous ceux qui vont se mettre dedans, qui auront la patience. Parce qu'il faut aussi de la patience. Parce que dans l'agriculture, il faut de la patience. Les gens, ce n'est pas 300% des bénéfices en 2 semaines. Non, non, il faut de la patience dans l'agriculture. Si quelqu'un veut se lancer, ah oui, là j'en viens, il faut qu'il ait de la patience et qu'il faut qu'il ait une vision. Voilà. Parce que les choses vont prendre du temps. Construire une communauté, construire un empire, ça prend du temps. Donc il faut de la patience. Ouais, il faut de la patience et puis ça ne demande pas forcément aussi de super grands investissements. Okay. Voilà, parce qu'il y a des gens qui se disent forcément il me faut 3 millions, 4 millions, 5 millions. Si vous voulez lancer dans l'agriculture, il y a plusieurs techniques. Si vous voulez produire vous-même, vous pouvez louer des terrains. C'est ça. Voilà. Et la location d'un terrain, ça vous revient moins cher. Et ça vous permet de vérifier aussi la rentabilité de votre produit sur quelques années. Au lieu d'aller acheter un terrain à coût de millions, vous avez l'impression que soit c'était pas un bon terrain, soit c'était un terrain, la production ça n'a pas donné. Donc vous pouvez louer. Voilà, vous pouvez louer. Donc il y a plusieurs. Pour faire la main. Voilà. Donc il y a plusieurs stratégies aussi pour pouvoir ne pas avoir l'impression qu'on a investi plein d'argent pour rien. Vous pouvez aussi être dans la revente, vous pouvez prendre des choses et puis les proposer aussi à un type de client. Donc ça aussi, ça ne demande pas forcément des grands moyens. Et même pour la transformation aujourd'hui, il y a beaucoup on a la possibilité d'avoir des machines avec la Chine, avec l'Inde et tout ça. Donc voilà, un projet peut se construire sans forcément chercher des investissements super importants. Donc, bon, moi, c'est ce que je peux dire. Voilà, bah, c'est bon comme mot de conclusion. En tout cas, merci Franck et merci à vous de nous avoir suivis. Vous avez compris, l'Afrique a besoin de chacun d'entre vous, de chacun d'entre nous. Et c'est maintenant qu'il faut faire le pas, sinon demain il sera trop tard. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve dans la prochaine vidéo. A plus.